J'invite maintenant le professeur Elikian Bokolo à nous rejoindre. Monsieur Elikian Bokolo est professeur à l'Université de Kinshasa et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Il est également président du comité scientifique de l'histoire générale de l'Afrique pour l'UNESCO et producteur de l'émission Mémoire d'un continent. Il a publié de nombreux ouvrages sur l'histoire de l'Afrique et récemment il a coécrit avec Julien Trudaillu l'ouvrage Notre Congo, la propagande belge dévoilée. Bonjour à tous, merci beaucoup. Je ne produis plus l'émission Mémoire d'un continent, ayant pris la résolution de m'installer durablement à Kinshasa. Une décision qui n'est pas sans avoir de rapport à ce dont nous discutons ici, parce qu'il m'a semblé que l'historiographie congolaise est un peu en décalage par rapport à un certain nombre de concepts, de débats, et que certains d'entre nous répètent sans distance et sans critique un certain nombre d'idées reçues sur l'inégalité des races, soi-disant, sur les différences physiques qui caractériseraient les différences en matière de langue, en matière de civilisation et jusqu'en matière de posture politique au Congo. Bref, que la société congolaise est encore tout entière chargée des préjugés politiques et autres, notamment de préjugés soi-disant scientifiques, et que cela est l'une des explications de nos difficultés actuelles. Si je devais donner un titre aux considérations qui suivent, je l'intitulerai « Crâne et craniologie, les étranges cheminements d'un itinéraire d'historien ». N'ayant pas étudié en Belgique, je ne sais pas comment les historiens sont formés ici. Là où j'ai étudié, à l'École normale supérieure de Paris et à l'École des hautes études, nous partageons presque tous, et je partage en particulier, le refus de la posture que définit Fénelon lorsqu'il dit ceci: le bon historien n'est d'aucun temps ni d'aucun lieu. Donc je pense que moi je suis d'un temps, le XXe siècle colonial, et le XXIe siècle post-colonial, ou le XXIe siècle indépendant. Je suis d'un lieu, le Congo, et plus particulièrement le Kinshasa, et c'est dans ce contexte que j'ai été en quelque sorte soumis à ce qui fait l'objet de nos discussions aujourd'hui, c'est-à-dire aux manipulations par les autorités médicales, mais aussi par les autorités administratives, de ce traitement, de ces manipulations des crânes, destinées, semble-t-il, à justifier ce qu'étaient les rapports entre Congolais et Belges dans le Congo des années 50, jusque dans les années 50. Donc nous étions quelques-uns dans les écoles missionnaires d'abord de Kinshasa, à nous étonner d'être régulièrement convoqués dans les dispensaires, les hôpitaux, pour que nos crânes soient mesurés, photographiés, commentés, comparés à des fins qui nous paraissaient incompréhensibles. De ces manipulations, on tirait l'idée que, tout en considérant les Congolais comme des sujets d'un système colonial, on déclarait qu'il y avait entre eux des différences en raison de la taille, de la forme physique et, soi-disant, du contenu de leur crâne. Et puis cette affaire est passée, j'ai pu constater qu'en réalité il n'y a pas de différence entre les humains, ni sur le plan physique, ni sur le plan intellectuel, jusqu'à ce que je lise dans les réseaux sociaux qu'un journaliste belge avait trouvé
avait découvert, bref, un crâne datant de la fin du XIXe siècle et qui se trouvait dans les dépôts d'une des universités qui me paraissaient les plus prestigieuses en Belgique, l'Université libre de Bruxelles. Donc je disais tout à l'heure que je ne pratique pas l'histoire à la manière de Fénelon et je ne crois pas non plus qu'elle soit totalement absente jusque dans la mobilisation de ses ressources propres, qu'elle soit totalement absente des contraintes sociales, intellectuelles, culturelles et autres. J'ai donc demandé à Michel Bouffiou s'il accepterait de me rencontrer et de discuter avec moi au micro de Mémoire d'un continent. Je n'ai pas été surpris de son acceptation, même s'il se demandait s'il avait véritablement quelque chose à dire dans cette émission de longue durée dont la qualité et l'apport à la formation de la conscience historique des Africains n'est plus approuvée. Je lui ai dit que ma pratique de l'histoire, la formation dans laquelle j'ai été engagé, me faisait une sorte d'obligation d'intégrer à ma démarche la participation et la contribution des gens qui n'étaient pas des historiens. Je me souviens que au début des années 70, j'étais un jeune assistant d'histoire à l'école des hautes études en sciences sociales, lorsque mon professeur, Henri Brunswick, qui se définissait comme historien et qui ajoutait qu'il était également juif et alsacien, m'a convoqué à une réunion sur le transfert du pouvoir en Afrique dans les années 1950 et 1960. J'y ai rencontré un grand maître en histoire, et notamment en histoire du Congo, pour lequel j'avais la plus grande admiration. Je veux parler de Jean Stengers, et qui présentait la décolonisation du Congo. J'ai été un peu surpris par ce mot de décolonisation, puisque nous autres au Congo, en tout cas dans ma génération, nous n'avons jamais parlé de décolonisation, nous avons toujours parlé d'indépendance. Donc j'attendais de voir comment le maître se tirerait de ce qui me semblait devoir être un embarras, concilier le concept décolonisation qui me semblait être dans son essence coloniale et le concept indépendance qui, de notre point de vue, était la traduction parfaite des processus multiples auxquels nous assistions et auxquels nous participions. Le maître donc a fait son intervention sur le caractère surprenant de l'indépendance congolaise en s'appuyant sur ses conversations, c'est donc de l'histoire orale, avec le gouverneur général Pétillon. Après son intervention, Henri Brunswick m'a dit Mokolo, je suppose que vous avez quelque chose à dire après ce que Jean Stengers vient de dire. J'ai dit en effet, j'ai quelque chose à dire. Donc j'ai pris la parole, tout jeune que j'étais même pas maître assistant, j'étais chef de travaux. J'ai pris la parole pour dire au maître que je n'étais pas tout à fait d'accord avec lui, parce que sa démarche était chargée ou de préjugés ou de parti pris, que le gouverneur général Pétillon n'est pas le meilleur interlocuteur pour parler de l'indépendance du Congo. Et que donc, lorsqu'il expliquait que ça a été une surprise, puisque jusqu'au bout, les Congolais étaient contents, lorsqu'il circulait dans la ville de Kinshasa, il était accueilli par des enfants qui riaient, qui étaient heureux, qui sautaient autour de lui, etc. Et donc, il n'a rien compris de ce qui s'est passé à partir de 1959. J'ai pris la parole pour dire que, monsieur le gouverneur, j'étais l'un de ces enfants qui criait à votre passage, puisque le boulevard Joséphine-Charlotte était le boulevard qui était proche de notre école Sainte-Marie. Ce que nous crions n'était pas des applaudissements à l'entreprise coloniale belge, que nous ne connaissions qu'en 1959, ni à votre travail à la tête de la colonie.
ce que nous vous crions, c'était des insultes, des insanités ordurières qui concernaient votre propre personne et qui concernaient le système dont vous étiez l'incarnation. Donc pour nous, l'indépendance du Congo, à partir plus spécialement du 4 janvier 1959, n'était pas un événement fortuit, inattendu, aux conséquences incalculables. C'était en quelque sorte le point culminant d'une impatience longtemps contenue et que forcément les détenteurs du pouvoir dont vous faisiez partie et qui étaient en quelque sorte enfermés dans leur quartier, loin de la société indigène, étaient bien sûr incapables de comprendre. Alors j'ajoute pour les besoins de notre conférence aujourd'hui que dans cette enfance quinoise, nous avons été confrontés à la question des crânes. En 1957-58, si mes souvenirs sont bons, sorti de la 6e année primaire, brillamment, d'une école missionnaire, je suis entré dans le meilleur collège pour indigènes de Kinshasa. Et tout de suite, nous avons été confrontés à la question des crânes. L'année 1957-58 s'est passée sans histoire. Nous avons été initiés à la langue latine. Ça se passait plutôt bien, à la surprise de nos propres professeurs, qui étaient persuadés que nous serions incapables de comprendre et de manipuler la complexité de la langue de Cicéron et de Tite-Live. L'année suivante, je suis passé donc en 2e année et nous avons commencé à apprendre le grec. C'était en 1958-1959, une année cruciale et terrible pour le Congo. Bons élèves, nous l'étions, indisciplinés, nous l'étions aussi, parce que nous sentions que le monde, comme dit la chanson, était en train de changer de base. La société congolaise, la société quinoise bouillonnait d'impatience et notre école, qui était tout près de la cathédrale de Kinshasa, notre école était en quelque sorte, séparée de la ville indigène. Mais on sentait qu'il y avait un bouillonnement dans les consciences. Notre prof de latin et de grec, un prêtre qui se définissait comme wallon et qui expliquait que les wallons étaient physiologiquement, physiquement, intellectuellement et politiquement différents des flamands, ce que nous ne comprenions pas, puisque pour nous, c'était tous des blancs et surtout des colonisateurs. Au cours de ces discussions, de ce travail ensemble sur la langue de Cicéron et d'Hérodote, il lui est arrivé de s'énerver, surtout à partir de janvier 1959, et de nous dire, je répète presque de mémoire, « Je me demande, comme Fordum, ce que je suis venu foutre dans ce pays, à vouloir apprendre le latin et le grec. Tout le monde sait de longue date que votre crâne, le crâne des nègres, n'a pas la capacité de comprendre et de stocker les règles et les subtilités du latin et du grec. C'est ridicule. Qu'est-ce que je suis bien venu faire dans ce foutu pays ?» C'était donc à la fin de ces années 50 où nous étions tous capables de traduire en 2e année du secondaire les discours de Cicéron et où nous avons commencé à lire le Phédon de Platon. Donc cette histoire de crâne et de craniologie fait partie du vécu, des blessures aussi, qu'une génération de Congolais a subi. Il a fallu que, presque à la même époque, nous rencontrions Montesquieu et que nous l'entendions dire et expliquer à sa manière ce qu'il avait à dire sur l'injustice et l'inanité de cette prétention de vouloir enfermer toute une humanité dans les chaînes de l'esclavage. Vous connaissez ce passage fameux
de la critique de l'esclavage, où il dit comment Dieu, qui est un être sage, peut-il avoir mis une âme blanche dans un corps tout noir? Donc la physiologie, ou plutôt la manipulation politique, idéologique de la physiologie, est partie intégrante du processus colonial. Peut-être devrais-je dire plus particulièrement du processus colonial belge. Ayant eu, à la suite de ma formation à l'école normale supérieure et à l'école des hautes études, à enseigner l'histoire de l'Europe aux jeunes Français et l'histoire de la colonisation aux jeunes Français et aux jeunes issus de l'immigration, j'ai fini par constater qu'il y avait une sorte de décalage entre le processus colonial mis en œuvre par les Français, et cela dans une durée beaucoup plus longue, bien sûr, que la Belgique. Il y avait un décalage entre ce processus-là et celui de la Belgique. Bien sûr, en tant qu'État, la Belgique est beaucoup plus jeune que la France. Peut-être n'a-t-elle pas eu cette particularité de quelques pays d'Europe de participer activement à la traite esclavagiste, donc de générer en son sein des débats sur les différences réelles ou postulées entre les humains et sur les conséquences qu'on pourrait en faire. De l'abbé Grégoire, je pense, peu de Belges qui étaient venus au Congo avaient lu les travaux, et notamment ce beau livre de la littérature des nègres, où recherche sur leurs facultés intellectuelles, leur qualité morale et leur littérature, suivi de notices sur la vie et les ouvrages des nègres qui se sont distingués dans les sciences, les lettres et les arts, 1808. Beaucoup d'entre eux, de ceux qui venaient au Congo, bien sûr, n'avaient probablement pas lu les ouvrages de Constantin Volney, notamment le fameux voyage en Syrie et en Égypte pendant les années 1783, 84, 85, où il expliquait qu'au fond, l'humanité était une, et que, ce qui est devenu aujourd'hui banal et peut-être sans intérêt, les anciens Égyptiens n'étaient pas des Blancs et qu'il y avait entre eux beaucoup de Noirs. Je rappelle aussi que, étant une nation, un État-nation finalement assez récent, ce que beaucoup de Congolais ne savent pas, je voudrais souligner que la Belgique en tant que telle, les villes belges, les banques belges, peut-être, n'ont pas participé de manière intensive à cette boucherie qu'a été la traite et l'esclavage des nègres. Et donc, beaucoup d'entre eux n'avaient aucune raison de lire, de connaître et de méditer le beau livre de l'abbé Grégoire, consacré à la littérature des nègres, et livre dans lequel il fait donc le portrait des nègres illustres qui se sont distingués dans l'histoire. Et je dis à Kinshasa que nous autres Congolais, nous aurions un grand intérêt à nous lancer dans l'étude de l'histoire de la Belgique et à essayer de faire des recherches également sur l'histoire de la Belgique pour expliquer cette colonisation particulière dont nous avons été l'objet au Congo. Qu'est-ce que les notables belges savaient-ils de l'histoire mondiale, de l'histoire peut-être de l'Europe, de l'histoire des relations de l'Europe avec l'Afrique au moment où ils se lancent au Congo? En parcourant ici et là quelques ouvrages, j'ai remarqué que l'un des premiers historiens invités à Bruxelles pour parler de l'histoire et de la vision de l'histoire, reçu à l'Académie de Bruxelles en 1836 par le baron de Reifenberg, a fait un discours, le discours sur qu'est-ce que la civilisation. Cet historien était l'historien français Guizot, François Guizot, qui réussissait à cumuler à la fois le métier d'historien et le métier de politique. Guizot a fait un discours qui est devenu un livre, Histoire générale de la civilisation en Europe, depuis la chute de l'Empire romain jusqu'à la Révolution française. Livre de 1838, qui est devenu un grand livre,
livre dans lequel il n'est aucune part question, nulle part il n'est question de l'Afrique. Nulle part. Dans un livre dont Guizot, l'auteur, a été l'un des acteurs, ce n'est pas le premier acteur, l'un des acteurs dans sa qualité de protestant, peut-être opposé, vigoureusement opposé à la traite des esclaves. J'ai constaté aussi que les débats qui avaient déjà cours à l'Europe, les débats intenses sur ces questions du côté des philosophes des Lumières, et puis beaucoup plus tard du côté de tous ceux qui, dans les années 1830, 1840, 1850, jusque dans les années 1870, se battaient sur la question de l'égalité des races ou de l'inégalité des races. Il y a eu, en 1885, au moment où les diplomates européens se réunissaient à Berlin pour le partage du gâteau que vous connaissez, il y a eu un très grand livre qui a été publié à Paris par un notable haïtien, livre donc qui était un plaidoyer simplement pour la reconnaissance de l'égalité des races. Ce n'est pas par hasard que je convoque ici un haïtien, puisque lorsque, en 1960, les colonisateurs belges ont quitté dans la précipitation que chacun connaît le Congo, nous, élèves de 4e, 5e du secondaire, avons été surpris de voir venir à nous des professeurs noirs qui venaient de Haïti, et que beaucoup de Congolais qui avaient suivi ce dressage intellectuel qui consistait à les convaincre que les Noirs avaient un cerveau plus petit, plus mal fichu que le cerveau des Blancs, et qu'ils étaient donc incapables d'enseigner ces matières complexes que sont le latin, le grec, l'algèbre, etc. Nous avons été surpris de voir qu'il y avait des professeurs noirs qui étaient capables de lire, de traduire, de nous aider à comprendre Hérodote ou Thucydide avec le même talent et la même patience que des professeurs blancs. Mais le matraquage intellectuel avait été tel pendant les dizaines d'années de la colonisation que jusqu'aujourd'hui, une sorte de mythologie raciste persiste dans la société congolaise, selon laquelle les professeurs haïtiens étaient plus mauvais que les professeurs blancs. Alors, tout cela, évidemment, me rappelle aussi une autre anecdote que Joseph Kizerbo, notre aîné, aimait à présenter. L'anecdote suivante: une dame de la haute société est malade et doit se faire une opération. On lui dit ne vous inquiétez pas, madame, nous vous ferons une anesthésie locale. Elle répond non, monsieur le docteur, je ne veux pas d'une anesthésie locale, je veux une anesthésie d'Europe. Donc, voilà un peu l'état des lieux. Et j'ai été, j'ai une formation, non pas française, mais une formation de cette école d'historiens ouverte aux autres sciences sociales, et peut-être plus encore ouverte à la demande sociale, ouverte à la critique sociale, ouverte aux interpellations que les non-spécialistes de la société qui nous environne posent aux historiens. Donc c'est la raison pour laquelle nous, de l'autre côté, n'avons pas de difficultés particulières à convoquer tous ceux qui, ne maîtrisant pas les outils des sciences sociales, de l'ethnologie, de l'anthropologie ou des historiens, nous semblent dire des choses intéressantes sur notre métier et sur notre société. C'est la raison pour laquelle mon entretien avec Michel a été un moment étonnant, parce que j'ai découvert que, au fond, ce journaliste travaillait à peu près de la même manière que nous lorsque nous allons sur le terrain. Nous avons nos règles, eux aussi ont leurs règles.
Nous avons nos contraintes et nos limites, comme eux aussi. Et l'entretien que j'ai fait avec lui, qui a été diffusé donc par RFI en France et sur les chaînes africaines, a été une sorte de bombe parmi les auditeurs qui ont découvert que non seulement il y a eu ce travail sur les corps, non seulement il y a eu ce travail sur les cerveaux, mais que ce travail était fait sur des personnes mortes dont la mort s'inscrivait dans des circonstances de brutalité, de violence, jusqu'à la négation de leur humanité, qui semblait très étonnante pour les jeunes gens d'aujourd'hui. J'ai trouvé en lui, non pas, comme on dit, avec le mépris qui caractérise les sciences sociales, un journaliste, j'ai trouvé en lui un enquêteur scrupuleux, acharné, un peu embêtant quelquefois, j'imagine, par rapport à ses interlocuteurs, qui a fait un travail considérable avec ce mérite que moi aussi j'ai découvert. Je pensais que cette affaire était terminée avec l'affaire de la Vénus Hottentote et le retour des cendres de Saartjie Baartman en Afrique du Sud. J'ai découvert avec un certain effroi et une surprise qu'il y avait encore en Belgique des restes humains, qu'il y avait encore dans les caves d'une université prestigieuse des vestiges d'une figure qui, pour nous, qui ne le connaissaient pas, je savais qu'il y avait une chose comme ça, était une sorte de héros de la résistance. Donc, le discours que Lusinga fait devant Storms, dans ce douloureux mois de novembre-décembre 1884, lorsque on lit ce discours, on a l'impression d'entendre Patrice Lumumba le 30 juin. Si vous venez à moi comme ami, je vous accueillerai comme ami. Si vous venez à moi pour occuper mon pays, je vous jure que je vous tuerai et que je couperai votre tête. Je ne suis pas certain que Lusinga aurait traité la tête de Storm comme les anthropologues d'ici ont traité sa propre tête, enfouie dans une cave, au milieu de poussière, au milieu de papier, au milieu d'une crasse qui me semble indigne d'un traitement d'un être humain. Je pense que ce ne serait pas inutile, même si ça n'est pas dans nos mœurs, que nous entendions comment, pourquoi et dans quelles conditions un journaliste qui n'est pas si différent de nous, finalement, est-ce que Hérodote n'était pas aussi un journaliste? Que nous l'entendions expliquer comment on en arrive à cela et ce qu'il attend que nous autres, hommes de science, nous fassions de cette découverte dont lui a pris sa propre part. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je vais vous dire, chers collègues, et cette demande que je vous fais sans savoir si la pratique de l'histoire et des sciences sociales à l'Université libre de Bruxelles est la même que les nôtres, celles auxquelles je suis habitué, dans lesquelles on fait venir des témoins. Et cette pratique a valu pour nous une sorte de stimulus, puisque c'est par ces détours hors des cheminements normaux de la science que nous avons pu mettre sur le tapis et renouveler entièrement les histoires douloureuses, comme par exemple celle de la résistance, celle de la collaboration et celle du massacre des Juifs français et des Juifs en Europe. Voilà, je vous remercie.